Je me présente, je suis Anaït, Product Marketing Manager chez The Edge. Et puis, donc, je vous souhaite la bienvenue à ce live de display. C'est le premier de la saison pour nous autour d'un thème qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de nos hôteliers, l'éco-responsabilité. Donc, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Mathieu Ravard, qui est cofondateur de Gringo. Donc, Mathieu, je te laisse prendre la parole et nous dire qui tu es. Oui, merci Anaït. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Je suis Mathieu, je suis un des cofondateurs de Gringo. Gringo, c'est une alternative française et responsable à Booking Airbnb, donc une plateforme de réservation d'hébergement qui sélectionne des hébergements en France pour donner envie aux gens de voyager un peu moins loin, de voyager un peu plus en France. Et on sélectionne aussi les hébergeurs et les hôteliers sur leur démarche environnementale. Donc on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus. On existe depuis février 2021. On a une bonne première année et là on est actuellement en levée de fonds. Donc, on est très, très content dans l'équipe et je suis très content d'avoir le temps de vous parler un petit peu de ce sujet. Parfait. On est également accompagné de Corinne Luison, qui est cofondatrice de Fairmove. Corinne. Oui, alors bonjour, je m'appelle Corinne Luison. Donc, on a lancé avec mes associés, donc Jean-Pierre Nadir et Arthur Courtina, Fairmove en juin 2021. C'est une plateforme qui valorise tout simplement le tourisme durable. Et on a donc sélectionné à peu près 5000 établissements sous le prisme de valeurs éco-responsables. Et en fait, pour nous, ce qui est le plus important, c'est effectivement de me présenter en fait le tourisme de manière positive et de montrer effectivement qu'il y a en tout cas quelque chose d'initié, c'est-à-dire en tout cas un mouvement, et qu'il y a des petits pas et effectivement de plus grandes initiatives. Et ce qui est important, c'est effectivement de les encourager et de les valoriser. Merci Corinne. Je donne à présent la parole à Swan Couston-Diren, qui est business developer chez The Edge. Bonjour à tous. Donc, Swan Couston-Diren, je travaille pour l'équipe Account Manager chez The Edge. Et le choix, on va dire, de parler éco-responsabilité hôtellerie est venu un petit peu d'un sondage qu'on a fait auprès de nos hôtels. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup de questions à ce sujet. Donc, on espère qu'avec les deux professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, on pourra en tout cas balayer un grand nombre de questions. Merci Swan. Merci à vous tous en tout cas d'avoir répondu présent pour ce webinaire. Je vais à présent faire un petit aparté technique avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc effectivement, sachez que vous pouvez nous poser toutes vos questions via display. Vous avez donc un onglet chat que vous pouvez ouvrir avec ce petit logo et donc nous poser toutes vos questions tout au long de la session. On va faire en sorte de prendre le plus de questions possible dans le temps imparti qu'on a. Et puis ensuite, je pense que tous nos intervenants sont disponibles sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, pour continuer la discussion avec vous sur leurs profils respectifs. Passons maintenant à l'agenda. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, carrément. Donc, on va d'abord commencer avec Mathieu qui va nous parler un petit peu de l'empreinte du tourisme et puis comment justement le tourisme est une opportunité pour l'hôtellerie, en fait, et pour toute cette thématique de l'éco-responsabilité. On va regarder ensemble quelles sont les cibles, les personas qui sont voilà, le cœur de cible de cette thématique. Et puis, ensemble, on va regarder également les critères de l'éco-responsabilité. Et donc, Corinne nous donnera pas mal d'exemples autour de ces critères, accompagnés de Swan. Et puis, on va finir avec une session questions-réponses. Il n'est pas impossible que si vous êtes très réactif pendant les présentations de chacun, on fasse des petites pauses pour prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nos intervenants. Je vais maintenant laisser la main à Mathieu. Donc, laisse-moi juste une petite seconde, le temps de te donner le contrôle et de disparaître. Donc, un petit instant. Super. Hop. Ouais. Merci Anaït. Tu te laisses la main une petite seconde? Ouais, super, merci beaucoup. Donc pour nous, il était nécessaire de parler de l'empreinte du tourisme avant de plonger vraiment dans le vif du sujet et comment être éco-responsable et quelles mesures mettre en place. Pour nous, c'est important de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe au niveau global. Nous, la question qu'on s'est posée, en tout cas chez Gringo, c'est combien représente le tourisme dans le monde en termes d'émissions mondiales de CO2. Et c'est donc c'est 8%, quasi 10%, donc c'est énormissime. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Les gens se rendent petit à petit compte de l'impact du tourisme. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes. Donc comme vous pouvez le voir,
juste à droite, les voyageurs sont interrogés sur ce sujet. Il y en a seulement 5% qui trouvent qu'il est facile de voyager durablement. Et il y a les 3/4 en fait, des voyageurs interrogés qui pensent que les entreprises du voyage devraient offrir plus de solutions durables. Donc, c'est un vrai besoin. On a eu plusieurs verbatims, nous, de la part de clients et de voyageurs qui nous disent quand je vais faire mes courses ou quand j'achète des vêtements, je sais à peu près maintenant si c'est bon pour la planète, etc. Il y a certains labels qui sont en place. Sur l'hébergement et en tout cas sur le voyage et dans l'industrie du tourisme, c'est beaucoup plus opaque. Et donc ça, c'est vrai que c'était une vraie demande et on a vite compris, nous, quand on est parti sur le sujet. Alors, j'essaie de passer à la slide suivante, mais ça ne fonctionne pas. OK, super. Donc, ce qu'on comprend assez rapidement quand on voit l'empreinte du tourisme, donc 8% des gaz à émissions de serre au niveau global, c'est qu'il y a vraiment une nécessité climatique qui va mettre du temps. Et je ne veux pas être trop alarmiste non plus sur ces chiffres, mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que le tourisme lointain a un impact vraiment assez énorme. Là, on fait une comparaison entre un Paris-New York en avion et un Paris-Marseille en train. Ça ne va pas du tout avoir le même impact. Et si on prend le quota de CO2 qu'on doit chacun individuellement avoir en fait, pour respecter l'accord de Paris qui est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, on voit qu'en un Paris-New York, en fait, on atteint ce quota assez rapidement, quoi. Alors qu'il y a plein de trésors en France, il y a plein de choses en France ou pas loin en Europe, limitrophe, j'ai envie de dire, où on peut y accéder en train et avoir un quota beaucoup plus et un impact bien moindre. Pardon. Vous avez la répartition des émissions CO2 du tourisme. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même les 3/4 des émissions du tourisme qui sont liées au transport et un quart à l'hébergement, si je dois simplifier. Il y a une partie sur l'activité, mais on va essayer de retenir ces ordres de grandeur. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de la demande pour un tourisme plus durable, qui est une tendance qu'on sent arriver, qu'on a senti arriver déjà il y a 2-3 ans, un petit peu avant le Covid. Je pense que le Covid a renforcé aussi cette tendance-là et cette demande en fait, des voyageurs qui recherchent de plus en plus de lisibilité sur ce qui est mis en place pour réduire son impact. Le premier sujet, c'est que l'environnement, c'est une préoccupation de plus en plus importante pour les Français. Donc là, il y a un graphique qui est un petit peu flou, je suis navré. Mais en tout cas, la question, c'est quel est le point qui vous paraît le plus important aujourd'hui pour la France? Qu'est-ce qui est le sujet qui vous inquiète le plus? Et donc, on voit que l'environnement, qui est la courbe verte, remonte petit à petit à chaque fois, d'année en année, pour arriver en 2019 à la première place au même niveau que l'emploi. Donc, on comprend bien que c'est un sujet primordial dans la tête des Français, qu'il devient de plus en plus. On ressent aussi quand on interroge les différentes parties prises dans cette industrie du tourisme qu'il y a un vrai besoin d'alternative dans l'hébergement touristique. D'un point de vue voyageur, il y a 85% des voyageurs qui pensent que les plateformes, ou en tout cas de réservation d'hébergement, devraient proposer une sélection éco-responsable. Ça, c'était une vraie demande et ça lie un petit peu avec le chiffre que je disais juste avant sur les 3/4 des voyageurs qui pensent qu'il devrait y avoir plus de solutions. Donc là, c'est avec un focus un peu plus spécifique sur les plateformes. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a 40% des voyageurs qui sont prêts à payer plus cher pour un hébergement éco-responsable. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on observe aussi un petit peu dans d'autres industries, comme l'industrie de l'agroalimentaire, dans le bio notamment, où les gens vont acheter des produits de meilleure qualité et sont prêts à payer un petit peu plus cher parce que ça correspond à leur valeur, parce qu'ils souhaitent avoir moins d'impact. C'est exactement la même chose dans l'industrie du tourisme, où les gens commencent à comprendre petit à petit l'impact qu'ils ont et se disent « Ok, moi, je veux voyager de meilleure manière et je suis prêt à payer un petit peu plus. » si ça réduit mon impact. Côté hôtelier, on a interrogé énormément d'hébergeurs et d'hôteliers avant de partir sur l'aventure pour comprendre si cet aspect éco-responsable, c'était vraiment le sujet principal. Alors oui, c'est un gros sujet et c'est une vraie demande aussi de la part des hôteliers de pouvoir mettre en avant la démarche éco-responsable qu'ils ont, les gestes qu'ils mettent en place pour pouvoir les transmettre aux voyageurs, parce que il y a encore très peu de temps, ce n'était pas possible sur les
majeures plateformes, on va dire. Mais ce qui ressort aussi quand on les interroge, c'est qu'il y a un vrai besoin d'alternatives, notamment vis-à-vis des commissions. Donc, des commissions qui sont exorbitantes, notamment, pour ne pas les citer, Booking, Airbnb, Abritel et consorts. Et ce qu'on pense, c'est qu'il y a vraiment de la place pour un modèle un peu plus juste, avec une meilleure rémunération des hôteliers, un meilleur prix pour le voyageur qui va aussi avoir pour conséquence d'inciter le voyageur de voyager de manière plus locale. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un peu… Ouais, Mathieu, pour compléter un petit peu ce que tu disais sur en fait, les attentes justement des consommateurs. Alors effectivement, en fait, on a 78% des personnes qui pensent que la responsabilité de l'impact environnemental et de sa compensation revient aux professionnels du tourisme, ce qui prouve bien qu'il y a une vraie attente et en fait que la balle est franchement dans notre camp, nous professionnels du tourisme, qui devons effectivement prendre en tout cas cette urgence en compte et apporter en tout cas des solutions. Et en complément de ce que tu disais également, effectivement, 70% des consommateurs, ils veulent consommer différemment, à condition qu'on les accompagne dans cette démarche, et en leur proposant des produits de qualité et à un prix juste. C'est un très bon point. Merci beaucoup, Corinne. N'hésite pas à intervenir lorsque tu as des points à rajouter. C'est un très bon point. Donc, ce juste prix, ce rapport qualité-prix, même si les gens sont prêts à payer plus cher, les gens, le premier critère quand ils partent en vacances, c'est le rapport qualité-prix. Donc ça, c'est à ne pas oublier. Et tu mentionnais justement le prix juste, c'est un très bon point. Hop. Je vais faire un zoom maintenant sur les différentes cibles ou personas, comme on peut les appeler dans le monde marketing. C'est important de comprendre que le marché il est segmenté en 3 différents segments. Vous avez d'abord ce qu'on appelle, nous, les evangélistes. Donc, en gros, c'est des personnes qui sont plutôt urbains, qui vont être sur la tranche d'âge 18-45 ans, CSP+, qui sont soucieux en fait, de l'environnement, qui sont prêts à voyager plus près, qui recherchent des solutions qu'ils n'en trouvent pas, et qui sont aussi prêts à payer un peu plus cher pour des solutions alternatives, pour des solutions éco-responsables et pour plus d'authenticité. Donc ça, c'est un segment qui représente à peu près 30% du marché et qui croît très, très vite, qui croît en fait, nous, on le voit en tout cas quand on parle à différents hébergeurs, différents hôteliers, on voit que cette tendance émerge de plus en plus chez beaucoup et c'est la même chose pour les particuliers où ça croît assez rapidement. Il y a un second segment qui est le segment des switchers et donc là, c'est une population qui est un poil plus âgée, j'ai envie de dire, 45-65 ans, plutôt classe moyenne, qui est soucieux de l'environnement, entre autres, mais qui a aussi d'autres problématiques comme la souveraineté, le Made in France, etc., qui va être intéressé par ces sujets-là, qui voyage de toute façon assez souvent en France. Donc ça, d'un point de vue impact et empreinte carbone, c'est plutôt positif, et qui est prêt à choisir des solutions alternatives éco-responsables, mais pas du tout plus cher, plutôt au même prix, quoi. Donc ça, c'est un segment qui représente à peu près 40% du marché. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sceptiques. J'aime beaucoup l'exemple qu'on a pris. Donc, c'est des personnes généralement, je ne veux pas stéréotyper, mais généralement beaucoup plus âgées, CSP+, qui croient que en fait, il n'y a pas du tout de problème avec l'environnement, qui voyagent de manière très, très fréquente à l'international, qui n'est pas prêt à changer ses habitudes pour des raisons environnementales. Ce n'est pas du tout un sujet. Donc ça, c'est un segment qui représente à peu près 30% du marché. C'est un segment de toute façon qui ne répond pas à aucun type de discours sur le sujet, mais bon, il faut bien avoir conscience qu'il existe quand même. Juste voilà. Oui. Mathieu, est-ce que je peux compléter en fait effectivement ce que tu disais sur les évangélistes, parce qu'effectivement c'est un peu notre cible, et on cible essentiellement ces milléniaux, ces 25-45 ans, qui ont une approche un peu disruptive un petit peu de leur mode de consommation. Ils ont un haut niveau déjà de conscience écolo, donc une forte sensibilité en fait à la cause environnementale, et ils veulent avant tout imposer un modèle un petit peu différent, un peu plus vertueux. Ils veulent changer tout simplement l'équilibre, avoir une consommation un peu plus équilibrée, et ils réclament surtout plus de transparence, ce qui nous amène, nous, professionnels, à donner plus d'informations, parce qu'ils veulent de l'information sur l'engagement éco-responsable de l'entreprise, sur leurs achats et sur l'hôtel qu'ils vont réserver.
Merci Corinne, je me permets de vous couper tous les deux. On a une petite question qui vient de Marie et j'en profite pour demander à Corinne de rallumer sa caméra, comme ça on pourra tous l'admirer. Donc, on a une question de l'audience justement par rapport à ce que vous dites. Combien est-ce que ces cibles sont-elles prêtes à payer par nuitée en moyenne pour un hébergement éco-responsable? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Alors, nous, on n'a pas de chiffre précis, hein. Donc, on sait que, et en plus, le prix varie énormément, hein, de la typologie de l'hébergement, que ce soit un hôtel, un gîte, un hébergement insolite, une chambre d'hôte, et aussi de où se trouve l'hébergement. C'est-à-dire que les gens vont être prêts à payer peut-être plus cher en Corse plutôt que dans le Limousin. Donc, il n'y a pas de prix en fait défini, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont prêts à payer plus cher. Alors, ça peut aller généralement de 10, 15, 20% plus cher que le prix habituel, mais pas énormément plus. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être enclins à doubler carrément le prix parce qu'encore une fois, je l'ai mentionné juste avant, ce rapport qualité-prix reste présent dans la tête de tout le monde. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez commun pour les trois segments, hein, et pour l'entièreté de la population. C'est qu'on va toujours rechercher quelque chose en accord avec un prix qui est assez juste par rapport au niveau de qualité qu'on estime. Merci. Je ne sais pas si Corinne, tu as des… Oui. Non, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh bien, je vous laisse continuer alors. Parfait. Bien. En tout cas, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questions, c'est avec grand plaisir. Donc, slide suivante. Par où commencer pour répondre à cette demande? Donc là, ce qui est important de noter, c'est qu'on a vu l'empreinte du tourisme, on a vu ce que ça représentait, on comprend assez rapidement que c'est une tendance qui est en train d'exploser, qu'il y a une demande de plus en plus importante de la part des voyageurs, qu'il est important de leur donner de la lisibilité. Mais la question qu'on se pose, notamment quand on commence à réfléchir à ce sujet, c'est par où commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les critères à mettre en place? Quels sont les grands sujets, les grandes familles? Quel budget il faut avoir? Donc, on va essayer d'aborder ça ensemble là par la suite. Le premier point de départ, et ça vous pouvez le faire individuellement aussi en tant que particulier. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est de calculer son empreinte carbone. Donc, vous pouvez le faire à votre échelle. Nous, je pense que chaque Français aussi devrait calculer son empreinte carbone. C'est assez simple. Il y a plein d'outils qui existent, hein, notamment il y a le calculateur de l'ADEME qui est très, très bien fait. Et en fait, il est aussi possible de calculer l'empreinte carbone de son hôtel. Encore une fois, il y a plein d'outils pour le faire, hein. Il suffit de taper calcul empreinte carbone de son hôtel. Il y a plusieurs plateformes qui le proposent. On le propose chez Gringo. Il y en a d'autres plateformes qui le proposent également. Mais il y a un outil assez bon qui a été mis en place et qui est soutenu par le ministère de la Transition écologique, qui est également financé par l'ADEME. C'est l'affichage environnemental des hôtels, où justement vous allez pouvoir passer par ce calcul d'empreinte carbone et où ça va donner des informations sur l'effet de serre, la consommation d'eau, plusieurs thématiques en fait. Et donc, ça va vous donner un prix en kilogrammes de CO2 par personne et par nuit. Donc, c'est ça qui est important de comprendre. Pourquoi? Parce que ça vous permet de cibler où sont vos principaux pots d'émission en termes d'empreinte carbone et qu'est-ce qu'il faut cibler en priorité. Je prends un exemple. Si c'est l'énergie, par exemple, imaginons que vous avez non, je ne pense pas que ça arrive beaucoup, mais vous avez un hôtel qui est chauffé à fond au fuel. Et ben, dans ce cas-là, vous allez savoir que quand vous allez calculer votre empreinte carbone, les 80% de votre empreinte carbone vont être liés en fait à la partie énergétique. Et donc, c'est ça qu'il faut travailler, que ce soit en isolant d'une meilleure manière son immeuble, que ce soit en changeant de moyen de chauffage, etc. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce que du coup, je laisserai Corinne en parler un petit peu plus. Donc, le point numéro 1, calculer son empreinte carbone. Hop. Et ensuite, je laisse la parole à Corinne qui va vous parler des labels et elle connaît assez bien le sujet. Donc, Karine, the floor is yours. All right. Alors, j'ai juste un tout petit souci pour faire défiler en fait les slides. Je ne sais pas comment je prends la main. Donc, ok. Alors, un petit instant, je te donne la main tout de suite. Merci. Ça arrive. Normalement, tu peux y aller. Ah, Corinne, est-ce que tu pourrais rallumer ton micro, s'il te plaît? Non. Alors, je vais essayer de t'aider. Si je peux. Alors, je reprends la main un petit instant. Hop là.
Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Merci. Ouais, c'est bon, parfait. Tu peux y aller. Voilà, pardon. Voilà. Donc, effectivement, on va parler des labels. Alors, il faut dire qu'il y en a, ils sont nombreux. Hein, on compte à peu près une quarantaine de labels. Il y a des labels qui sont régionaux, des labels qui sont plutôt nationaux. Donc, il y a une espèce, il y a quand même énormément d'informations qui ont tendance quand même à noyer un petit peu les consommateurs. Il y a vraiment un besoin d'information. Donc, on va dire qu'on a fait un travail autour donc, de 5 labels de confiance et autour d'environ 140 critères. Donc là, je vais parler essentiellement, je vais vous présenter un petit peu les labels, ces 5 labels de confiance et surtout les 3 grandes familles de critères qui sont l'écologie, l'immersion et l'éthique. Donc, parmi ces labels, on a l'écolabel, donc l'écolabel européen, donc on trouve essentiellement en Europe, c'est une 60aine de critères et c'est à peu près 450 établissements, donc essentiellement en Europe. Ensuite, on a le label Clé verte, qui est le premier en fait label du tourisme durable international et qui lui compte à peu près 3200 établissements, c'est dire qu'il est assez important, en tout cas assez répandu, et dont 715 en France, et ils sont présents dans 66 pays. Ensuite, on a le label EarthCheck. Donc là, c'est à peu près 1200 organisations, tous les restaurants, plutôt les hôtels, etc. Et c'est un organisme de certification privé et donc qui va suivre essentiellement l'impact environnemental. Et la méthodologie est plutôt basée sur des axes d'amélioration autour de la réduction des déchets et de la consommation d'eau. Ensuite, on a le label Green Globe, qui, lui, recense à peu près 800 établissements. Ils sont présents dans 83 pays et eux travaillent autour de 44 critères. Donc, il y a un petit bémol parce qu'il faut passer par d'abord, il faut payer, donc il y a une sorte de membership et ensuite, il faut faire tout un process d'audit pour atteindre la certification. Il y a ensuite Travel Life, très développé, en tout cas au sein de l'industrie du voyage, donc qui rassemble essentiellement les tours opérateurs, les agences de voyage. Et il s'agit effectivement donc de mettre de l'éco-responsabilité dans toute cette chaîne de l'offre des opérateurs. Et puis ensuite, le label LEED, qui lui est surtout orienté vers la performance environnementale des bâtiments. Et donc, son but, c'est essentiellement de réduire l'impact environnemental en fait, de la construction, alors tant au niveau de la construction d'ailleurs que de l'exploitation des bâtiments. Ouais, je me permets juste de rebondir un petit peu sur les critères. Merci Corinne, c'était super précis. Je pense qu'effectivement, il y a deux labels, enfin de rebondir sur les labels, pardon. Ouais. Sur la slide. Donc effectivement, les 2 labels principaux qu'on voit le plus, en tout cas sur le marché français, c'est l'écolabel européen et Clé verte, qui sont là depuis longtemps et que nous, on voit déjà chez beaucoup d'hôteliers et beaucoup d'hébergeurs, qui peuvent paraître aussi un petit peu complexes en termes, comme tous les labels, en termes d'investissement temps et financier également. Mais ça donne vraiment des bonnes indications d'où il faut aller. Et ensuite, vous avez différentes alternatives aussi qui permettent de démocratiser ces labels-là. Je vais vous poser quelques questions en attendant. C'est pour ça que j'ai arrêté un petit peu le partage d'écran. Donc, on a 2 questions qui nous sont remontées de l'audience par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Mathieu et Corinne, sur la segmentation de voyageurs. Donc, au niveau de la segmentation des voyageurs, est-ce que ça concerne, en tout cas de ce que vous avez présenté, les voyageurs français ou les voyageurs en général? Oui, alors nous, les chiffres que j'ai présentés sur les cibles, ça concerne les voyageurs français. Ouais. C'est exactement la même chose, c'est essentiellement les voyageurs français, qu'on a sondé pour ces… Ok, très bien. Et concernant l'empreinte carbone, donc vous parliez de l'empreinte carbone, est-ce que l'eau, parce qu'on a donc un commentaire qui dit l'eau n'est pas vraiment en lien avec l'empreinte carbone, est-ce que vous considérez quand même que c'est… dans quel cas est-ce que vous le mettez du coup? Ici, l'eau rentre en fait dans un calcul d'empreinte carbone, étant donné que vous allez avoir une facture d'eau qui va être liée à votre activité. Et donc, à partir du moment, en fait, quand vous voyez votre empreinte carbone, l'empreinte carbone est en fait divisée en différents éléments. Vous avez la partie
énergétique, où du coup vos factures énergétiques vont donner une information et vont rentrer dans cet aspect calcul d'empreinte carbone. Vous avez la partie eau, parce que c'est aussi de la consommation et il faut que ça rentre là-dedans. Et vous avez d'ailleurs une facture d'eau qui est liée, donc c'est à prendre en compte. Et ensuite, vous avez la partie transport, puis alimentation, qui rentre dans ce calcul de l'empreinte carbone. Et d'ailleurs, il y a plusieurs outils, parfois assez simples, où vous avez juste à rentrer quelques points de données. Donc, votre facture énergétique, en fonction aussi gaz, fuel, électricité, etc. Votre facture d'eau, le transport que vous avez à faire qui est lié à votre activité, le nombre de personnes que vous avez accueillies sur la période. Et en fait, ça vous calcule votre empreinte carbone. Donc, si ça en fait partie. Très bien, merci. Donc, je vais reprendre la main là, pour cette prochaine partie. Donc, je repartage l'écran. Donc, on va maintenant donner la parole à Swan et à Corinne qui vont vous détailler un peu tous les critères de l'éco-responsabilité à connaître et puis toutes les bonnes pratiques. Donc, je vais laisser juste Swan introduire le sujet et puis Corinne vous ira plus en détail dans chaque partie. Swan, est-ce que tu peux juste réactiver ton micro? Oui, c'est bon. Parfait. Super. Donc voilà, c'est vrai que ce qu'on veut déterminer un peu ici, c'est vraiment les grandes familles de critères pour être un peu plus éco-responsable et surtout, on va dire, vous assurer qu'on n'attend pas, et les clients non plus, des hôteliers qui puissent combler, répondre à l'ensemble de ces critères, mais que déjà avoir une démarche éco-responsable, c'est au moins commencer à réfléchir et à apporter des actions précises sur ces grandes familles de critères. Donc, c'est vrai qu'on a déterminé bien évidemment le transport dont on parlait précédemment et pourquoi pas les calculs, on va dire, de l'empreinte carbone grâce à des sites internet qui vous permettent de faire ça. La partie, bien évidemment, transport aussi qui peut être celle des collaborateurs. Corinne y reviendra aussi. La partie cadre et habitat qui va également avec la partie construction. L'alimentation qui pourrait aller avec la partie biodiversité, aussi approvisionnement. On en a parlé aussi, la consommation d'eau et d'énergie avec des actions très simples à mettre en place pour vraiment essayer de moins consommer sur ces deux points-là. On prend aussi en compte la lutte anti-gaspillage, la partie sociale élévation, puisqu'on pense que les hôteliers, au-delà d'actions concrètes sur vos établissements, vous pouvez avoir un rôle à jouer, on va dire, en termes d'élévation, de sociale élévation auprès de vos collaborateurs. Et bien évidemment, on peut aussi avoir des actions pour réduire de manière générale ces émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de points. Et ce qu'on veut, on va dire, assurer que vous pouvez vraiment agir sur quelques-uns d'entre eux. Ce sera déjà une première démarche. Merci Swan. Je vais juste redemander une petite question à Corinne parce que du coup, je pense que c'est dommage de la laisser pour la fin. On va repartir sur les labels puisqu'on a donc des questions là-dessus qui arrivent. Donc, je les ai en direct, du coup, on vient là-dessus. Donc, entre clé verte et écolabel, quelles sont les principales différences à considérer si on doit choisir entre les deux? C'est une question un petit peu compliquée. En fait, je sais que chez Ecolabel, bon, il y a 67 critères, effectivement, mais il y en a à peu près une vingtaine qui sont obligatoires. Donc, ces critères tournent toujours un petit peu autour de la même chose, plutôt autour de la gestion de l'énergie, la réduction des déchets. Donc, la préférence, c'est peut-être pas tout à fait j'ai envie de dire, le sujet, c'est surtout le niveau d'exigence, effectivement, de chacun de ces labels. Effectivement, le label clé verte, lui, a une dimension plus internationale. C'est peut-être ce qui va faire qu'il va être privilégié plutôt à l'étranger, on va dire, plus qu'en France, et encore, puisqu'on a quand même 700 établissements en France. Donc, ensuite, c'est plus, j'ai envie de dire, dans le process et la procédure en fait, de validation, de certification, qu'effectivement, il y a un niveau d'exigence qui peut être différent d'un label à l'autre, d'ailleurs. Merci beaucoup, Corinne. Je te laisse la main pour les slides. Vas-y, Mathieu, bien sûr. Il y a une différence sur le prix, bien évidemment. Et il y a aussi, bien sûr, le prix, bien sûr. Le prix va être différent en fonction du label que vous choisissez. Donc, chez Clévert, il me semble que c'est autour de 300 €. Et en fait, l'écolabel européen va avoir un tarif, des frais d'admission différents en fonction de la taille en fait, de l'entreprise et ce qu'il y a à faire sur place, l'audit, etc.
Oui, c'est le cas d'ailleurs de Green Globe, effectivement, en ce qui concerne le prix. Il varie effectivement en fonction du nombre de chambres donc, de l'établissement. Donc, il y a déjà un coût de membership qu'il faut payer, qui est aux alentours déjà de 2500 $. Ensuite, il y a des frais d'audit qui vont se rajouter. Donc, bref, tout ça peut aller vite fait aux alentours de 5000 € environ. Donc, effectivement, il y a un coût et un vrai investissement effectivement pour l'hôtelier. Merci. Je vais te donner la main après ce slide pour que tu puisses continuer. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure donc des critères, des 5 labels principaux, et on a étudié à peu près 140 critères précis. Alors, ce qui est important, c'est que ces labels, ces critères sont regroupés autour de 3 grandes familles, donc qui sont l'écologie, l'immersion et l'éthique. Donc, on va les parcourir. Et effectivement, le plus important, on va commencer par l'écologie et notamment la gestion environnementale, donc qui passe par effectivement les mesures et plans de réduction autour donc, des gaz à effet de serre. Donc ensuite, il y a les programmes de compensation. Donc ça, c'est, on va dire, un des premiers critères. Ensuite, il y a la partie cadre et habitat, à savoir l'utilisation de matériaux durables. Donc, on parle d'éco-construction, de construction bioclimatique, par exemple. La gestion d'énergie qui est très importante, à savoir l'utilisation d'énergie propre, d'énergie renouvelable, solaire, géothermique, par exemple. La gestion de l'eau, donc avec tout ce qui va être autour donc, de la récupération de l'eau de pluie, des eaux grises, comment on fait pour maîtriser la consommation d'eau avec des limitateurs effectivement sur les robinets pour éviter de gaspiller de l'eau. Ensuite, il y a les déchets, le traitement des déchets, notamment la mise en place de poubelles de tri, entre autres. Et puis ensuite, il y a, et ça c'est un point aussi très important, c'est le dire, enfin faire des choses, mettre des actions en place est important, mais le dire, c'est presque aussi important et il faut informer et sensibiliser la clientèle sur les actions qui sont entreprises par l'hôtel sur l'environnement. Donc, on parle d'afficher des éco-gestes. Donc, tout ça va permettre en tout cas aux voyageurs d'adhérer et de mieux comprendre en tout cas la démarche environnementale et peut-être aussi les petits sacrifices peut-être au passage que l'hôtelier va vous demander ou en tout cas des gestes particuliers. Donc, l'affichage en fait des éco-gestes est important et bien évidemment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la mise en avant en fait des labels obtenus parce que tout cela va participer effectivement à la compréhension donc pour le consommateur de la démarche qui a été entreprise par l'établissement. Donc là, c'est un petit peu les grandes lignes de l'écologie. On trouve essentiellement la gestion en fait, de l'énergie autour donc, de l'eau, les déchets essentiellement. Ensuite, il y a l'immersion. Alors, l'immersion, ce qui est important de comprendre, c'est la manière dont l'hôtel, dont l'établissement s'intègre en fait tout simplement dans son site. Donc, on parle de sites, par exemple, en milieu naturel préservé, mais aussi en site urbain. Et ce sont les interactions qu'il va avoir avec, en fait, tout simplement l'économie locale, la manière dont cet établissement va tout simplement promouvoir la culture donc, de la région et la manière dont il va inciter aussi à la découverte de la région. Donc, premier point, c'est le circuit court. Déjà favoriser le circuit local et s'assurer que peut-être 70%, en tout cas, c'est le but, 70% de l'alimentation soit issue de la région, soit issue, donc en tout cas de fermes de proximité. Voilà. C'est aussi s'assurer tout simplement d'avoir mis en place une politique contre le gaspillage alimentaire, donc le zéro gaspillage, ou en tout cas limiter le gaspillage alimentaire, limiter aussi les conditionnements individuels parce qu'ils sont générateurs forcément de déchets. Des jardins bio aussi. Ensuite, on parle d'achat responsable, donc en utilisant par exemple des produits de certification écologique, en tout cas trouver des alternatives au nettoyage chimique. Il y a aussi favoriser, quand on parlait effectivement de permettre en tout cas aux voyageurs de visiter et de découvrir la région, c'est de mettre en place déjà de la mobilité douce, notamment le covoiturage, des véhicules électriques, ou en tout cas des bornes de recharge électrique, et aussi, donc, par exemple, faciliter l'accès à des pistes cyclables. Et en ce qui concerne, bien évidemment, la communauté
la communauté et puis la culture locale, ben, c'est effectivement vendre en tout cas les produits, donc des produits durables qui proviennent de la région et qui viennent valoriser bien évidemment ben, la nature et l'histoire donc de la région. Ensuite, le respect des sites, et puis ensuite, pour finir, en ce qui concerne l'immersion, la faune et la flore, ben, soutenir tout simplement la conservation de la biodiversité. Donc, voilà, et là aussi, les établissements ont un rôle important dans la préservation en fait, donc, de la biodiversité. La dernière famille donc, des critères, c'est l'éthique. Hein, et là aussi, c'est comment nos établissements, les hôtels, en fait, jouent un rôle au niveau sociétal. Donc, il y a la responsabilité sociale, déjà, qui part déjà de l'information et de la formation des collaborateurs, donc à la démarche RSE qui a été entreprise. Donc, ce qui est important, c'est effectivement d'éduquer, mais de faire comprendre aux collaborateurs pourquoi on a mis en place cette démarche, de manière à ce qu'ils adhèrent totalement et qu'ils soient acteurs en fait donc de cette démarche. Embaucher, alors moi je parle de manière un petit peu plus globale, hein, embaucher par exemple aussi du personnel local, s'assurer du bien-être aussi du personnel, donc et ça passe aussi par une rémunération correcte, ça c'est très important. Et ensuite il y a le partage des richesses et tout simplement de la performance financière, on n'en parle pas souvent, mais ça aussi participe bien évidemment d'un équilibre et aussi d'un équilibre économique donc avec les personnes. Il y a le soutien aussi aux communautés locales, très important aussi que ces établissements aient un rôle, en tout cas à jouer auprès des communautés locales, donc soit par le financement d'écoles ou d'autres actions, mais elles ont un rôle à jouer, en tout cas les hôtels ont un rôle à jouer donc localement quand ils s'implantent dans une région. Dans un pays. Et puis ensuite, il y a la sensibilisation aussi de la communauté, donc à la nature, à la culture, là aussi. Et aussi, comme on disait, favoriser, par exemple, l'accès à l'éducation. Donc tout cela participe effectivement au bien-être, tout simplement, de la population et du personnel. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter là-dessus, mais c'est vraiment, voilà, les trois, enfin, quand on étudie l'ensemble des critères de tous les labels, ce qu'il en ressort, ce sont ces trois familles de critères RSE, donc les trois grandes familles, à savoir l'écologie, on comprend assez vite ce dont il s'agit, l'immersion, donc tout ce qui est autour des actions locales, et puis la partie éthique, parce qu'effectivement, tout ça, c'est quand même de l'humain. Voilà, je continue du coup. Oui, vas-y. Voilà, donc une fois qu'on a vu l'ensemble des critères, ce qui est important, c'est de voir un petit peu les exemples. Hein, et je crois qu'on en parlait avec Mathieu, c'est vrai que l'ensemble des établissements ne coche pas toutes les cases. D'accord. Ce qui est important, c'est de valoriser et de se dire qu'il y a un début. Il peut y avoir un début de conscience écolo, et à savoir des petites actions qui vont être mises en place par les établissements avant d'arriver peut-être à des choses beaucoup plus approfondies qui demandent bien sûr des investissements peut-être des fois un petit peu plus importants. Et donc, ce qui est important avant tout, c'est d'avoir commencé quelque chose, d'avoir commencé en tout cas à mettre en place des actions. Et du coup, l'ensemble des établissements ne cochent pas l'ensemble des cases de ces critères, mais en tout cas, ont déjà initié en tout cas une vraie démarche éco-responsable. Donc, j'ai pris des exemples divers, donc en France, mais également à l'étranger. Là, je vais vous parler de la chaîne Éclos, qui est une chaîne française qui a à peu près 6 hôtels en France et dont les valeurs sont essentielles, sont très, enfin, en tout cas, l'éco-responsabilité est vraiment au cœur de leurs valeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Alors déjà, ça commence par le bâti. Enfin, ils ont des constructions éco-responsables, donc des constructions durables. Ils ont, en tout cas, ils utilisent des énergies vertes, ils gèrent donc l'eau plus particulièrement, voilà, l'eau et l'électricité. Ils ont mis en place des solutions de mobilité douce, voilà. Ils ont un bâtiment, donc ce que je voulais dire au départ, mais en tout cas des bâtiments avec une basse consommation énergétique, et ils ont une forte sensibilité bien sûr autour, en tout cas, du gaspillage de l'eau et l'usage des plastiques et des déchets. Donc tout ça pour dire
la somme en tout cas de tous ces efforts font que c'est un hôtel en tout cas qui a presque divisé par 2 en tout cas sa consommation d'énergie par rapport à un hôtel classique. Je vais passer à l'exemple suivant. Là, on part un petit peu plus loin. Là, on va à Zanzibar. Donc là, c'est un hôtel de luxe qui est situé donc sur une très jolie plage. Et ce qui est intéressant de voir, c'est parce qu'on pourrait se dire, ah, bah, c'est un hôtel de luxe, donc forcément, ils ont un petit peu plus les moyens et ça pourrait effectivement être une affaire finalement de finance. Et ce n'est pas le cas. Alors oui, c'est un hôtel de luxe, mais qui est pleinement engagé et qui est vraiment au cœur des enjeux environnementaux et sociétaux. Et à savoir qu'il y a une grosse part, en tout cas un gros engagement au niveau éthique, ils sont pleinement engagés au niveau donc, de la vie locale et ils ont mis en place un certain nombre d'actions, notamment des actions sur la réduction des déchets, le nettoyage du village, le nettoyage des plages. Ils ont mis en place, et ce qui est important aussi, c'est qu'ils associent en fait les populations dans toutes ces démarches. Ils ont mis des petites stations donc de tri et de ramassage pour les habitants. Donc, tout ça participe bien évidemment donc à cet élan environnemental. Ils ont également, par exemple, soutenu, et ils soutiennent encore une association qui fait du recyclage de verre, lequel verre sert à faire des objets de décoration qui sont rachetés ensuite par l'hôtel. Donc, voilà, ils sont vraiment complètement intégrés, j'ai envie de dire, et associés à toutes les actions locales. Ils ont également mis en place un plan de formation avec une association locale, parce que ce qui est important pour eux, c'est également l'éducation et puis l'inclusion. Donc, vous voyez, c'est un hôtel qui est extrêmement, actif et vraiment au cœur des enjeux sociétaux. Un autre exemple pour un petit hôtel en ville, donc là, il s'agit de l'hôtel Milano Scala, qui est situé effectivement à 2 pas du théâtre de la Scala. Et celui-ci, c'est le premier hôtel carbone, à 0 émission carbone donc de la ville. Donc pour cela, en fait, quelles sont les actions qui ont été mises en place? Ils ont déjà un bâtiment à haute performance énergétique. Ils ont une politique aussi de 0 déchet, donc ils luttent de manière active contre le gaspillage. Et ensuite, il y a tout un programme de réduction de la consommation d'eau. Ils utilisent des énergies renouvelables, des énergies propres, et ils utilisent également des produits biodégradables à 99%. Et en ce qui concerne justement le fait de favoriser la découverte, ils vont prêter en fait des véhicules électriques et ils ont ensuite un jardin bio sur la terrasse donc, de l'établissement. Le Pulitzer aussi, qui est un des hôtels aussi qu'on cite souvent parce que c'est un hôtel qui est quand même assez exemplaire. Lui aussi, qui est très actif au niveau aussi des actions qu'il a pu mettre en place, donc toujours autour de la préservation bien sûr de l'environnement. Et donc, ils sont très actifs et permettent effectivement de valoriser le patrimoine. Ils utilisent en fait des produits bio, des produits d'entretien qui sont respectueux également. Enfin voilà, ils alignent en tout cas un certain nombre d'actions et ça fait partie en fait, en tout cas quand on parle du Pulitzer, c'est un des hôtels, on va dire en ville, des plus respectueux de l'environnement. Je vais citer alors cet hôtel que j'ai découvert il y a quelques semaines en parlant tout simplement avec les propriétaires. C'est un hôtel qui est carbone neutre, donc ils ont mis en fait en place un certain nombre de restrictions, d'actions pour réduire au maximum donc leurs émissions. Et en ce qui concerne maintenant les actions, si on doit les détailler, donc il y a le sourcing local, l'utilisation d'énergie renouvelable, donc le suivi de la consommation de l'eau. Donc voilà, ensuite le recyclage du verre, du papier, etc. Et ensuite la suppression de tout ce qui est autour du plastique, notamment des bouteilles en plastique. Un dernier exemple avec Niisumba, alors c'est une petite île avec à peu près une petite trentaine de villas, donc dans l'archipel indonésien. Et lui, on ne va pas dire qu'il coche à peu près toutes les cases, mais en tout cas, il est extrêmement actif sur la partie écolo avec une politique zéro plastique, en tout cas en utilisant des plastiques à usage unique. Donc, ils ont un jardin potager bio et ce qui est plus important aussi, en tout cas très important aussi, c'est qu'ils sont extrêmement engagés et impliqués
impliqués auprès de la communauté locale. Et à savoir, ils ont créé une fondation qui permet de faciliter en fait l'accès à l'eau pour les populations, de leur permettre aussi d'accéder plus facilement à la santé, et ils luttent de manière active contre la malnutrition. Donc voilà, ils ont mis en place aussi des cours d'anglais pour la population, et ce qui prouve en fait que quand on voit l'ensemble de ces critères, en fait les actions éco-responsables se jouent en fait à différents niveaux, hein, au niveau de l'écologie, au niveau de l'immersion, mais surtout aussi au niveau de l'éthique. Et tous les hôtels, effectivement, ne sont pas présents sur l'ensemble de ces grandes familles de critères, mais en tout cas, chacun de ces critères est déjà un début vers une politique RSE, une politique RSE. Et forcément, je voulais finir par cet exemple-là, qui est le premier hôtel, on va dire peut-être certainement l'hôtel le plus écolo du monde, puisque ça va être le premier hôtel à énergie positive. Donc on parle du Svart Hotel, donc en Norvège, qui est au pied d'un fjord, dans tout au nord de la Norvège, et qui va être le premier hôtel qui va être à énergie positive, puisqu'il va produire plus d'énergie qu'il n'en consomme, grâce essentiellement à l'énergie solaire. Et tout cela va lui permettre de réduire de 85% sa consommation d'énergie par rapport à un hôtel classique. Donc voilà. Et donc ça, c'est un hôtel dont l'ouverture est prévue courant de cette année. Merci Corinne. On a énormément de questions, mais j'aimerais qu'on termine par Swan avant de pouvoir répondre à toutes vos questions. Donc, on va passer à la slide suivante. Go. Super. Non, on voulait refaire un petit focus sur la partie responsabilité sociale et comment est-ce que vous pouvez être moteur finalement pour sensibiliser en interne vos employés, vos collaborateurs, et essayer aussi d'aider à rayonner à l'extérieur. En tout premier lieu, on l'a abordé tout à l'heure, vraiment c'est arrivé à pourquoi pas fédérer vos collaborateurs autour de projets RSE que vous pourriez mettre en place au sein de l'entreprise, les former à la bonne gestion environnementale et aux enjeux environnementaux au sein même de vos établissements, et de manière à ce qu'ils puissent apporter ces bonnes pratiques aussi à l'extérieur. Sensibilisation du personnel aux gestes verts. Chez The Edge, on va dire, c'est quelque chose qui est vraiment appliqué au jour le jour, avec un ensemble d'informations qui sont partagées de manière très claire, et pourquoi pas récompenser les initiatives individuelles ou collectives, puisqu'on sait aussi que, on va dire, la récompense et le fait d'être reconnu pour ses actions peut favoriser la motivation, on va dire, pour entreprendre ce genre de projet. Peut-être que voilà. Et ce qu'on voulait aussi, on va dire, vous montrer, c'est que à partir du moment où vous allez commencer à faire certains gestes qui vont montrer que vous avez une démarche éco-responsable, n'hésitez pas à le faire savoir sur les sites internet avec lesquels vous pouvez travailler, avec lesquels vous distribuer, ou on va dire de manière sur des navigateurs comme google.com, puisque aujourd'hui vous pouvez appliquer des logos, que ce soit donc sur Google éventuellement si vous êtes éco-certifié. Vous pouvez avoir des actions et montrer ça sur vos sites internet, sur des actions que vous pouvez réaliser sur la partie participer à des actions pour planter des arbres, pour redistribuer de l'argent, ou alors montrer que vous avez une politique de gaspillage de l'alimentation en redistribuant, on va dire, toute cette partie-là. N'hésitez pas à le faire savoir de manière à ce que les voyageurs puissent être au courant et réserver, on va dire, en toute connaissance de vos actions et de ce que vous faites. Merci Swan. Alors, on va passer à la session questions-réponses. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais on a vraiment de très bonnes interventions. Je vais peut-être commencer par la plus dure, et je vais vous demander à tous du coup de rallumer vos micros. En fait, on a un commentaire d'un hôtelier qui est propriétaire de 2 établissements, 3 étoiles Écolabel depuis 13 ans maintenant. Et du coup, il trouve un petit peu que la présentation qu'on a faite ne met pas en avant les établissements comme le sien. Et donc, est-ce qu'on peut un petit peu peut-être remettre en avant que finalement, pour commencer, on n'a pas besoin de beaucoup de choses, mais de gestes simples peut-être. Est-ce qu'on peut un petit peu, Mathieu, Corinne, est-ce que vous pouvez un petit peu parler de ça? Oui, tout à fait. En fait, il y a des gestes très simples pour commencer par
avec des petits pas pour commencer à appliquer en tout cas une démarche RSE. Donc, je parlais déjà de commencer à bannir, par exemple, du plastique. Certains établissements ont commencé à mettre, par exemple, dans leur lobby, des petites boutiques de vrac. Donc, ça, c'est assez étonnant. Prêter des gourdes, par exemple, donner des gourdes. Enfin, il y a énormément de petits gestes, si vous voulez, qui peuvent permettre déjà d'engager, en tout cas, une politique RSE. Et il y a, voilà, donc, ce qui est important, c'est pas tant les grandes initiatives, c'est de pouvoir commencer. Il faut commencer, j'ai envie de dire, presque quelque part. Donc, il y a plein de petites choses qui sont presque du domaine du bon sens, hein, ne serait-ce que le choix de ces produits d'entretien, par exemple, le choix de ces amenities en salle de bain, plutôt des produits bio. Enfin, il y a énormément de petites actions, en tout cas, qui permettent de commencer, de démarrer quelque chose. Je rajouterai également que Corinne a pris de très bons exemples d'hôtels qui font plein de choses, hein, mais le message qu'on veut porter quand même aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la même chose en tant qu'individu, hein, c'est qu'on peut chacun faire des gestes à son échelle. On n'a pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, c'est très compliqué d'être parfait. Mais encore une fois, on peut calculer son empreinte carbone, la sienne, de son hôtel, se dire, OK, bah, j'ai envie de m'investir plutôt là-dessus parce que c'est ça que j'ai envie de réduire. Donc, il y a plein de gestes. Et donc, Corinne n'est pas rentrée dans tous les détails des critères parce qu'il y en a tellement. Mais du coup, il y a plein de choses à faire. Et je pense qu'il y a un manque de mise en valeur, en tout cas sur les plateformes de distribution aujourd'hui de ces hôtels. Petit à petit, ça vient, hein. Donc, Swan a parlé justement du badge de Booking. Il y a un badge sur Google depuis pas longtemps. Donc, petit à petit, on voit que tous les acteurs en fait, vont vers cette tendance-là. C'est quelque chose de très positif. Par contre, on peut se retrouver dans une masse où il y a énormément de monde, où il y a des gens qui respectent, des gens qui ne respectent pas. Donc, c'est là où peut-être ça peut être intéressant de également travailler avec des plateformes de distribution qui mettent en avant des logements uniquement sur l'aspect éco-responsable pour en tout cas avoir des consommateurs qui sont forcément alignés avec ces valeurs-là. Ce qui est important, en fait, à notre niveau, c'est de donner de la transparence sur les informations. Et si je parle d'une plateforme comme celle de Fairmove, on a choisi effectivement de recenser pas des hôtels qui étaient 100% écolos. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire, alors ça existe des hôtels qui sont 100% écolos, mais ils sont finalement assez peu nombreux, on va dire, dans le monde. Ce qui est important, c'est de dire qu'un établissement, par exemple, je prends un exemple à l'île Maurice, a commencé à mettre en place un certain nombre d'actions, ne serait-ce que par la redistribution de ces surplus de buffets. Alors, on voit toujours des buffets qui sont gargantuesques dans les hôtels. Donc, même si aujourd'hui, il y a la volonté de réduire ces buffets parce que c'est trop, ce qu'ils font, c'est que ces surplus, tout ce qui n'est pas consommé, va être conditionné dans des Tupperware et redistribué peut-être à des associations, à des écoles. C'est un début. Voilà. Et du coup, alors pour nous, cet hôtel, par exemple, a sa place chez nous parce qu'il a commencé en tout cas à initier un certain nombre de choses. Donc, il n'est peut-être pas au top du top par rapport aux attentes et par rapport à la multiplicité, effectivement, de ces critères, mais en tout cas, il a commencé, en tout cas, à engager quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que c'est presque ce qu'il y a de plus important, c'est pour nous, en tout cas, d'être la vitrine, en tout cas, d'actions et d'initiatives positives qui vont dans le bon sens. Merci Corinne. On va reparler un petit peu des labels. Donc déjà, je voudrais partager avec vous un commentaire de Jérôme qui nous dit que donc en ce moment, la préparation et la labellisation écolabel européen est pris en charge dans le cadre du plan tourisme durable. C'était un commentaire, ce n'était pas une question, mais comme ça, voilà, tout le monde le sait. Et finalement, on a pas mal de personnes qui nous demandent est-ce que le label, c'est un critère de choix dans la sélection d'un hébergement pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le tourisme éco-responsable? Je vais répondre tout de suite. En fait, quand nous, on a commencé à sélectionner des hôtels, on s'est dit qu'effectivement, on ne sélectionnerait pas que des hôtels avec des labels. Et effectivement, en sourçant à peu près 5000 hôtels, on s'est rendu compte qu'il y avait des hôtels qui n'avaient pas de label et qui faisaient énormément de choses. Voilà. Donc, le label, c'est pas forcément le Graal. Ce qui est important, c'est effectivement d'avoir mis en place des actions. Effectivement, la labellisation vient valider
tout un parcours, tout un audit, etc. Et donc, voilà, donc c'est forcément important. Néanmoins, la labellisation, ce n'est pas, justement, j'ai envie de dire, le Graal ultime. En fait, on peut mettre en place énormément d'actions sans pour autant vouloir avoir les moyens de la certification. C'est pour ça que c'est important du coup de parler, que ce soit sur son site internet ou sur d'autres annonces, d'autres plateformes, de sa démarche. Et donc pas forcément uniquement voilà, des labels. C'est sûr qu'un label, c'est bien, ça vient certifier, ça, on va dire que ça vient mettre un tampon sur les actions qui ont été mises en place, mais ça n'empêche pas, enfin, il y a des établissements, comme le disait Corinne, qui sont au top du top et qui ne souhaitent juste pas mettre le budget pour se labelliser. D'un point de vue voyageur, ce qu'ils demandent juste, c'est de la visibilité sur les actions qui ont été mises en place d'un point de vue éco-responsable. Il n'y a pas une demande voyageur qui est « je veux absolument que les hôtels soient labellisés, sinon j'y vais pas ». Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on voit. Peut-être qu'on y viendra, je ne sais pas, moi, dans 10-15 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas une demande franche des voyageurs. Ce qui est important, c'est juste d'avoir de la lisibilité, d'avoir de la visibilité sur ce qui est mis en place. Ça passe à travers le développement, de dire qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue démarche, des éco-gestes, etc. qu'on a mis en place. Et si on peut le mettre en avant, l'empreinte carbone de l'hôtel ou le prix par nuit, enfin le prix en termes de kilos de CO2 et en termes de kilos CO2 par nuit pour un voyageur, quoi. Merci. Je continue un petit peu sur les labels. Bon, je ne pense pas que peut-être, enfin, je ne sais pas si vous les avez, mais est-ce qu'on a des chiffres ou des moyennes qui mettent en avant les économies réalisées si on s'engage dans un label et les investissements ayant été réalisés pour atteindre les objectifs du label? Moi, j'ai pas je ne sais pas si tu les as, Corinne, je n'ai pas les chiffres là, mais en tout cas, c'est des choses que vous pouvez demander quand vous contactez les labels. Enfin, du coup, ils connaissent beaucoup mieux leurs chiffres que nous, évidemment. Et donc, ils pourront vous dire, justement, si jamais ça vous intéresse, OK, dans l'ensemble, la plupart des hôtels qui sont passés via nous, voilà de combien ils ont réduit, que ce soit leurs émissions, ou voilà les différents critères qu'ils remplissent en plus par rapport à quand ils sont rentrés. Moi, je n'ai pas de chiffre malheureusement là, mais à mon avis, il faut leur demander. Ouais. On va prendre la dernière question sur la climatisation. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour gérer les demandes de climatisation? Oui, c'est une bonne question. Alors, la climatisation, c'est un peu comme la piscine. C'est vrai qu'on a toujours peur de se dire OK, j'en ai une chez moi et du coup, je vais me faire taper sur les doigts. En termes de bonnes pratiques, je pense que ce qui est important, c'est ça peut être compris par les voyageurs, notamment dans le sud-est, lorsqu'il y a une climatisation, parce que sinon, on va juste mourir de chaud. Par contre, ce qu'il est important de dire, et Corinne le mentionnait notamment, c'est de sensibiliser sur cette partie climatisation et de parler à son staff, par exemple, et que son staff arrive et dise « OK, il y a une climatisation, essayez de ne pas l'utiliser tout le temps, essayez de l'allumer uniquement quand vous êtes dans la chambre, quand vous n'êtes plus dans la chambre, pensez absolument à l'éteindre. » Et donc ça, c'est une bonne pratique où justement, on fait comprendre en fait aux voyageurs que c'est important pour nous. Il y a une climatisation pour le confort en fait des gens, mais que c'est important pour nous, d'un point de vue empreinte, de ne pas trop l'utiliser. Et donc ça, c'est un message qu'il faut transmettre à son staff, qui va le transmettre aux voyageurs qui arrivent sur place et qu'il faut tenir, où on peut avoir en effet aussi des affiches dans les chambres qui disent attention, faites attention, de la même manière que le chauffage quand il fait froid l'hiver. Merci à tous. Bon, je pense que c'était la dernière question. Et puis, si on n'a pas pu répondre à vos questions ou si vous en avez d'autres qui arrivent voilà, juste maintenant dans vos têtes, n'hésitez pas à vous connecter avec Mathieu, avec Corinne, avec Swan sur leur profil LinkedIn. On va arrêter cette session parce qu'on est vraiment à 1 minute de la fin et puis on doit tous aller déjeuner après tout. Donc, merci à vous tous de vous être connectés aujourd'hui pour vos commentaires, pour vos questions et vos contributions. Si vous souhaitez approfondir certains points, sachez que vous retrouverez très prochainement ce webinaire en replay sur la plateforme Display. Donc, restez à l'affût de nos prochains webinaires sur les réseaux sociaux et via nos newsletters. Et surtout, revenez souvent sur la plateforme de streaming Display pour toujours plus de contenu qualitatif dédié à votre industrie. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir. Bonne journée.